Le plan que j'avais pour commencer à construire des voitures était à peu près l'opposé de ce que les gens considèrent comme une bonne idée de business. Personne ne le demandait, ça semblait impossible et c'était cher. Dans ce milieu, personne n'avait jamais démarré de zéro et réussi à s'en sortir. En gros, c'était une idée de business débile, un plan impossible, tout simplement, et c'est pour ça que je l'aimais. Développer une voiture de A à Z, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à faire en termes de projet industriel. Vous devez planifier, dessiner, fabriquer des milliers de pièces détachées qui seront ensuite assemblées et mises en mouvement dans un ensemble d'une complexité que le cerveau humain a du mal à appréhender dans toute sa profondeur. Pour espérer avoir une chance d'atteindre votre but, il vous faudra vous entourer d'une équipe d'ingénieurs féroces, de logisticiens et de spécialistes de la production pour contrôler les plans, contrôler les coûts, contrôler les délais, la qualité, l'assemblage, bref, tout. Ce pari fou, c'est un pari qu'ont pris quelques personnages que vous connaissez et qui ont jalonné l'histoire de notre passion. Bien sûr, si vous les connaissez, c'est que pour eux ça a marché. Ils ont accepté de traverser le chemin de croix long et pénible, obligatoire pour un jour peut-être voir une création sortie de leur seule imagination se déplacer dans la réalité. Quant à tous les autres, ceux que vous ne connaissez pas, certains d'entre eux étaient probablement très talentueux et motivés, peut-être même tout aussi méritants que ceux qui ont réussi, mais eux n'ont pas atteint le but ultime de construire une marque pérenne, et au final l'histoire les a tout simplement oubliés. Pire encore, développer sa propre marque automobile, c'est une mission qui, contrairement à beaucoup d'autres choses à l'ère d'Internet, se complexifie de plus en plus au fur et à mesure que les années passent. On a basculé d'une époque où le marché a accepté les objets rudimentaires et à la mécanique simple jusqu'à nos jours où vous aurez besoin de constructions puissantes, fiables, qui offrent des équipements nécessaires pour être compétitifs et qui répondent aux normes de sécurité, de confort et de pollution de plus en plus drastiques. Voilà, il fallait que je commence par ça pour planter le décor et vous expliquer la réalité de l'industrie automobile, une industrie ultra compétitive dans laquelle personne n'est invité et où ceux qui parviennent à se frayer un chemin vers la porte d'entrée découvrent en arrivant que 99% des participants se cassent les dents. Ouais, j'ai bien dit 99%. Parce que la nature aime les anomalies et parce que l'histoire est joueuse, il existe quand même quelques rares exemples de réussite qui forcent le respect, et vous l'avez compris, aujourd'hui c'est une de ces aventures, certainement la plus spectaculaire de toutes, que je vais vous raconter. Tout commence le 12 août 1994, une date pas si lointaine à l'échelle de l'histoire automobile, quand un jeune Suédois âgé de seulement 22 ans entreprend l'aventure de sa vie et décide de créer sa propre société automobile dans la petite ville d'Angelholm, une ville pas spécialement réputée pour son lien avec la bagnole. Ce Suédois pressé, c'est le jeune Christian Erland Harald von Koenigsegg qui a donné son nom à la marque hors du commun dont on va parler aujourd'hui, Koenigsegg. La Suède, elle rayonne dans le monde entier grâce à ses meubles simples, ses paysages calmes, et niveau automobile, elle nous a donné Scania, Volvo et Saab, des entreprises qui ont des qualités, mais on est loin de ça. Le rêve de Christian, il vient d'un film d'animation norvégien de 1975 qui l'a marqué pendant sa jeunesse, Flaklipa Grand Prix. Un film réalisé par une petite équipe de 5 personnes qui est devenu le film le plus vu de l'histoire du cinéma norvégien et qui raconte l'histoire de Reodor, un mécanicien créatif qui découvre un jour que son ancien assistant Rudolf lui a volé ses plans pour fabriquer un moteur de voiture de course qui lui a permis de devenir champion du monde de Formule 1. Il décide alors de construire une voiture gigantesque, Tempo Gigante, pour courir contre Rudolf et remporter les 24 heures du Mans. Et c'est en voyant ça que le petit Christian s'est promis de réaliser son rêve, construire les meilleures voitures de course au monde et faire mieux que toutes les grandes marques déjà en place. Bon, à la base, Christian, c'est pas n'importe qui, hein. Déjà, il descend de la maison des comtes de Koenigsegg, une dynastie de seigneurs de la noblesse allemande dont il a repris les armoiries sur le logo de sa compagnie. Et ça, c'est la classe. Quant à son père Jesko, retenez bien son prénom, il est le PDG de JK Énergie Technique, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'énergie. Pourtant, ça l'a pas aidé, Christian part de zéro, il a aucun contact dans l'automobile, pas la moindre expérience et il n'est pas du tout prédestiné à travailler dans ce domaine. C'est grâce au réinvestissement total de l'argent qu'il a récolté dans sa toute première entreprise d'élevage de poulets et surtout à sa capacité de conviction auprès des business angels qu'il peut financer son tout premier projet pour Koenigsegg, la Koenigsegg CC. Et là, j'ai 2 problèmes. Le premier, c'est que j'ai pas vraiment les mots pour décrire à quel point la CC est une folie quand Christian la présente pour la première fois au monde, et ensuite, je vois pas comment on peut faire plus fort pour marquer son arrivée dans le petit milieu des supercars. Christian voulait frapper un grand coup d'entrée de jeu et il a réussi. Son proto arrive avec un design qui marque les esprits et il est équipé d'un moteur V8 d'origine Ford qui développe 650 chevaux et qui propulse la voiture à 390 km/h en vitesse de pointe. Ouais, j'ai bien dit 390 km/h. Évidemment, ce genre d'engin, c'est pas pour tout le monde. Et en plus d'avoir construit une super voiture, le jeune Koenigsegg a le sens du business et sait exactement où trouver ses futurs clients. Il ne présente pas sa création dans les mêmes endroits que tout le monde, pas de salon automobile de Genève, ni de concours d'élégance à la Villa d'Est. La CC sera dévoilée pendant le Festival de Cannes sur la Croisette en exclusivité mondiale, et ça, c'est un coup de maître. Christian attire ses premiers clients et signe les premiers bons de commande qui lui permettront de financer la version de série, la CC8S, produite à seulement 6 exemplaires pour le monde entier.
Et vous allez voir, notre entrepreneur suédois adore marquer le coup avec des statistiques impressionnantes et des chiffres choquants. Alors voici le premier. La CC8S a un rapport poids-puissance de 1,67 kg par cheval grâce à une carrosserie et un châssis en matériaux composites à base de fibre de carbone et de Kevlar. À titre de comparaison, c'est 2 fois plus fort que la Lamborghini Diablo à l'époque, qui est pourtant pas la dernière des merguez sur le marché. Avec son fameux 390 km/h de pointe et surtout son 0 à 100 atteint en 3 secondes 5, elle devient la voiture de série la plus rapide du monde à l'époque, et pour couronner le tout, cette première supercar, elle est quasiment entièrement sortie directement de la tête de Christian. Même si c'est le designer David Crawford qui signe le dessin de la CC8S, il a dessiné les premiers sketchs de l'extérieur lui-même, il a imaginé son intérieur façon 5e élément jamais vu à l'époque, et il a même inventé une cinématique d'ouverture des portes unique, avec une ouverture en élytre qui se dévisse qu'on appelle ouverture dièdre synchrone hélicoïdale et qui deviendra un élément super identifiable de toutes les Koenigsegg à venir. Jusque-là, c'est un sans faute et je pense qu'on peut difficilement mieux démarrer une aventure en tant que tout nouveau constructeur automobile. Koenigsegg a mis au point un modèle au design identifiable et aux performances hallucinantes, il a trouvé ses premiers clients et sa CC8S produite à la main se vend au-dessus du million d'euros, mais c'est quand tout se passe bien que le premier gros problème arrive. En 2003, juste avant le salon de Genève, l'atelier de Koenigsegg prend feu. Ouais, je dis atelier parce qu'à cette échelle-là, on peut pas vraiment parler d'une usine. Par chance, les voitures à l'intérieur sont sauvées in extremis par les employés, mais tout le reste part en fumée. Un sacré coup dur qui aurait mis n'importe qui par terre, mais qui contre toute attente n'arrêtera pas la progression de la marque, et viendra même lui apporter le dernier élément dont on a bien besoin quand on vend des voitures de luxe, et qui lui manquait, l'histoire. Après l'incendie, Christian rachète un entrepôt de 4000 m² à quelques kilomètres de celui qui vient d'être détruit, qui abritait autrefois une unité de l'armée de l'air suédoise, l'escadron Fighter Jet numéro 1. Un escadron d'avions de chasse type SAP 39 Gripen qui partait en mission très tôt le matin et ne revenait que tard dans la nuit, si bien que les habitants du village les entendaient sans jamais les voir et leur ont donné le surnom de fantôme. Le fantôme, c'est devenu l'insigne de l'escadron Fighter Jet 1, et quand Christian rachète le bâtiment, il décide de leur rendre hommage en posant ce logo sur toutes les Koenigsegg de production. Une décision qui lui permet d'apporter un peu de prestige militaire à ses voitures et surtout d'avoir une belle histoire à raconter. Voilà, le décor est planté, Koenigsegg est arrivé et le jeune constructeur montre au monde qu'il est capable de venir défier les fabricants de supercars en place depuis des années. Et pour le coup, sa Koenigsegg CC8S, c'est un sacré morceau, mais c'est que le début. En 2004 arrive la CCR qui sera produite à 14 exemplaires, une version mise à jour de la CC8S au design quasiment identique mais un peu plus aérodynamique qui lui permettra d'avoir un meilleur appui et d'être encore plus performante. Puis la CCX et toutes ses déclinaisons, CCXR, CCXR Edition, CCXR Trevita ou la radicale CCGT produite à un seul exemplaire. Au salon de Genève en 2010, Koenigsegg présente la Agera, dont le nom en suédois signifie passer à l'action, comme si c'était pas déjà fait. La Agera, c'est le modèle qui célèbre les 15 ans de l'entreprise, et c'est peut-être la première voiture de la marque qui a rendu Koenigsegg visible pour le grand public, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a fait sensation. Au niveau du style, ça marche, elle adopte un design fort qui reprend les codes de toute la série des CC en apportant un vent de modernité, et au niveau de la partie mécanique, ça marche encore plus fort. Son moteur V8 est poussé jusqu'à 1140 chevaux pour 1300 kg, elle dépasse le 0 à 200 en moins de 9 secondes et va même jusqu'à atteindre la vitesse maximale de 420 km/h. Elle a aussi permis à la marque de grandir en tant que producteur de voitures. Elle est fabriquée entièrement dans les locaux de Koenigsegg sans aucune pièce rapportée, un exploit pour une entreprise si jeune et si petite. Entre 2014 et 2015 apparaît la One-to-One, une méga car construite encore une fois en toute petite série, seulement 7 exemplaires pour 7 privilégiés puisque son tarif est tout aussi extrême que ses performances. Comme son nom l'indique, la One-to-One c'est 1360 kg pour 1360 chevaux, un rapport de poids-puissance de 1 cheval par kilo. À titre de comparaison, une LaFerrari c'est 1,7 kg par cheval, une McLaren P1 GTR c'est 1,44 et une Bugatti Chiron c'est 1,3 kg par cheval. Donc 1 pour 1, je vais pas faire compliqué, c'est de la folie. Mais malgré ses performances, Christian von Koenigsegg se rend compte au milieu des années 2010 que ces voitures ont un problème. Les richissimes clients potentiels sont plutôt des entrepreneurs et des capitaines d'industrie et pas forcément des pilotes de course aguerris. Et lui, il produit des voitures qui sont des monstres de route, presque trop puissantes et compliquées à emmener. Du coup, il mobilise son équipe pour créer un nouveau produit qui répondra encore mieux aux demandes de ses clients sans renier son amour pour les performances. Et ce sera la Koenigsegg Regera, sortie en 2015, qui reste une voiture de sport dingue, mais qui est beaucoup plus technologique et beaucoup plus facile à utiliser que tous les modèles qu'il a produits jusqu'à présent. Je vous préviens, c'est un tout petit peu plus confortable, mais c'est pas vraiment une voiture sage. 1500 chevaux disponibles sous la pédale, 0 à 100 en moins de 3 secondes, et une capacité assez folle à monter jusqu'au palier des 400 km/h puis à s'arrêter totalement en moins de 30 secondes.
Le clou du spectacle sur cette voiture, c'est encore une fois sa cinématique d'ouverture, qui est un des traits caractéristiques spécifiques de la marque Koenigsegg. Ici, avec une télécommande spéciale, vous pouvez ouvrir indépendamment ou simultanément tous les ouvrants. Capot avant, capot arrière et porte, ce qui nous donne une cinématique franchement spectaculaire façon Transformers quand tout est déployé. Si jamais vous avez environ 1,7 million d'euros de côté, vous pouvez encore la commander aujourd'hui. Mais si vous voulez quelque chose d'encore plus délirant, Koenigsegg a présenté en 2019 sa Jesko. Souvenez-vous, Jesko c'est le prénom du père de Christian, et pour lui rendre hommage, c'est aussi la Koenigsegg la plus rapide jamais construite à l'époque, et surtout la première à être homologuée partout dans le monde. Pour le coup là, on est vraiment sur une voiture de haute performance avec un design vraiment nouveau pour la marque. Hormis les optiques qui rappellent un tout petit peu le concept Quant présenté 10 ans plus tôt et dont on parlera plus tard dans la vidéo. La Jesko, c'est d'abord un aéro ultra poussé, avec un aileron à l'avant en forme de boomerang qui produit 1 tonne d'appui aérodynamique et un système d'amortisseur horizontal à l'arrière qui permet à la voiture de rester rigide sur les accélérations violentes pour canaliser les 1600 chevaux. Bien sûr, on n'oublie quand même pas le confort, les sièges sont en fibre de carbone, mais ils sont quand même réglables électriquement, ce qui est normalement interdit dans une voiture de course, et pour couronner le tout, vous avez la possibilité de brancher le téléphone directement avec Apple CarPlay. Donc on est vraiment sur un équipement généreux dans une voiture qui, à la base, est née pour briser des records. Malgré tout ça, c'est pas une voiture de famille, mais si jamais vous avez envie d'emmener des passagers, encore une fois, Christian von Koenigsegg et son équipe ont imaginé le daily parfait, la Gemera. C'est avec ce nouveau monstre que Koenigsegg a définitivement terminé le jeu et prouvé qu'ils étaient au niveau des plus grands. Et pour réussir ce défi, il lui fallait une motorisation révolutionnaire. Elle combine donc un moteur 3 cylindres de 2 litres de cylindrée avec 3 moteurs électriques qui lui donnent une puissance combinée impressionnante de 1700 chevaux. Mais on peut aussi opter pour un V8 biturbo en option qui porte la puissance totale à 2300 chevaux. Avec cette configuration hybride, la Gemera arrache le 0 à 100 en 1 seconde 9, tout ça en emmenant 4 passagers adultes dans le confort, avec des sièges en cuir cousu à la main, sa connexion Wi-Fi, son système audio à 11 haut-parleurs, et même ses 4 porte-gobelets chauffants et refroidissants, un exploit tout simplement jamais vu dans le monde des hypercars. Gemera en suédois, ça veut dire donner plus, et pour le coup, je pense que c'est réussi, parce qu'avec son package exclusif et ses performances impressionnantes combinées à un intérieur 4 places confortable, elle redéfinit vraiment ce qu'une hypercar peut offrir, et ça change la donne dans le monde très prisé des voitures de sport. Quand il a créé sa société, Christian Koenigsegg a dit « Mes voitures doivent avoir des caractéristiques uniques, sinon ça fait aucun sens de les produire », et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est resté fidèle à cette idée. C'est sûr, il a cassé pas mal de records, moteur le plus puissant du monde en 2004, premier à passer le 0 à 200 en 8 secondes, record de vitesse de 457 km/h avec la Agera RS dans le désert du Nevada en 2017, puis 482 km/h avec la Jesko Absolute. Son ambition maintenant, c'est d'aller plus loin et de laisser une empreinte durable sur le monde de la grande série avec les inventions qu'il a su mettre au point pour ses propres voitures. On n'en a pas parlé puisque ça n'a pas été un modèle de Koenigsegg, mais en 2009, la marque a été associée au concept Quant, réalisé avec le groupe NLV Solar, une entreprise spécialisée dans l'énergie solaire. Un concept car électrique dont l'innovation se trouvait dans la peinture recouverte de cellules photovoltaïques. On avait déjà dans ce concept les premiers éléments de la Gemera avec l'idée d'une voiture sportive équipée de 4 vraies places, mais Koenigsegg a fini par renier le projet. Malgré tout, c'était le premier essai d'une série d'innovations beaucoup plus aboutie. En 2016, la marque présente le moteur FreeValve qui, à l'inverse d'un moteur mécanique classique, utilise un système de commande électronique pour activer ou désactiver chaque soupape d'émission et d'échappement en fonction du besoin. On peut donc utiliser un seul cylindre pour rouler en ville et 100% du moteur pour envoyer une accélération pied au plancher. Grâce à ce système, on récupère un gain de 50% de puissance et de couple pour moins 15% d'émissions et de consommation. Avec son moteur électrique Quark d'une puissance de 340 chevaux pour 30 kg qui anime la Gemera, Christian a revisité les fondamentaux du magnétisme et du refroidissement pour aboutir à cette solution qui pourrait changer la donne dans le monde de la voiture électrique. Et il a même créé un type de transmission tout nouveau, le Direct Drive, qui dit adieu au jeu d'engrenage complexe et permet de régler le problème de la perte de puissance tout en étant bien plus léger qu'une transmission traditionnelle. Il l'a prouvé sur ses modèles, Koenigsegg sait inventer des systèmes révolutionnaires et pour accomplir son nouvel objectif d'impacter le marché grand public, il veut les diffuser sur des voitures généralistes. Il a tenté de racheter Saab en 2009, à l'époque où la marque était encore vivante et où General Motors voulait s'en débarrasser, mais le gouvernement suédois, qui était chargé du dossier, a préféré choisir un repreneur chinois. En 2016, il a ouvert des négociations avec le constructeur chinois Coros pour son système FreeValve qui n'ont pas abouti, et en 2022, il a signé un partenariat avec la start-up néerlandaise Lightyear qui faisait des voitures électriques, mais qui a mis la clé sous la porte depuis. Quoi qu'il en soit, Christian von Koenigsegg a réussi en l'espace de 20 ans à amener une vision inédite de la supercar, en poussant toujours plus haut les curseurs. Sans être prédestiné à réussir dans ce domaine, il est arrivé comme un ovni dans l'industrie et il a su imposer sa marque malgré un volume de vente minuscule. Son histoire, c'est celle d'un rêve qu'il a su accomplir et ça fait partie des belles aventures humaines qui font vivre la passion automobile. Et perso, je suis prêt à parier qu'on peut compter sur lui pour faire preuve de persévérance et réussir tôt ou tard à imposer ses inventions pour le marché de l'automobile grand public.